Bonsoir, je m'appelle Maclas, directeur d'Africa Report, une partie du groupe Jeune Afrique. Nous organisons cet séminaire. Alors, bienvenue dans cette salle où nous allons parler de l'Afrique autour de la table, pas sur le menu. Donc, le temps de l'argent facile est passé. Maintenant, il faut la compétence, la concurrence, les capitaux, l'industrie pour aborder, surmonter les obstacles de l'avenir avec, bien sûr, surmonter les crises en place. En fait, l'Afrique devrait en fait déterminer la trajectoire à suivre pour la prochaine décennie. Quels sont les principes directeurs dont on a besoin pour aider en fait à naviguer à travers ces eaux troubles? J'ai pas d'idée, mais nous allons heureusement avoir un panel de sages qui va nous aider. Et là, je voudrais inviter devant ici M. Habyarimana, qui s'est servi en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie pour le Rwanda, où elle a joué un rôle important pour la mise en place de la ZLECAf, les zones libres continentales de change. Voilà. Je voudrais aussi inviter M. Corneille Karekezi. Corneille est du PDG du Africa Rail, la plus grande entreprise d'assurance en Afrique et en Afrique de l'Est. Et puis M. Kendel est PDG d'un groupe financier qui est dans le système banquier de banque commerciale. Alors, merci pour leur avoir donné en fait une ovation, une salve d'applaudissements. Alors, je vais maintenant commencer avec les éléments principaux. Alors, le micro est ici, les éléments principaux, c'est ça le leitmotiv de cette conférence. Renforcer la résilience, en fait, établir les liens entre les pays africains. Nous entendons souvent qu'il faut avoir un marché commun pour les services financiers en Afrique. Nous faisons des transactions dans les domaines, très souvent en dollars plutôt que dans les monnaies africaines. Mais nous voulons en fait une monnaie pour l'Afrique. Quel serait le labo pour en fait penser à une région plus résiliente? Donc, voilà, parmi une centaine de questions, vous choisissez ce que vous voulez dire. Je vais commencer par peut-être parler d'une monnaie africaine. Ça peut être le franc africain, le shilling africain, tout dépendra. Mais avant d'avoir une monnaie commune, vous devez commencer par avoir en fait une zone bien établie, planifiée. Puis vous mettez en place un marché commun. Puis une fois que vous avez un marché commun, vous pouvez maintenant penser à avoir une monnaie commune. Mais l'Afrique a été agitée parce que nous dépendons beaucoup des produits finis pour en fait l'importation, et cela déstabilise en fait ce rêve d'avoir en fait le niveau du commerce unifié entre les pays africains. Quand il s'agit de l'EAC, maintenant je pense que je ne peux pas dire que d'avoir en fait une monnaie au niveau de l'Afrique de l'Est pourrait en fait nous faire bouger, en fait, bien que nous importons beaucoup de l'extérieur. Mais en fait, je pourrais dire que pour l'EAC a servi de bon exemple avec les paiements et les systèmes de réglementation des paiements au niveau de la région. Bien sûr, on n'a pas atteint le niveau qu'on voulait en fait atteindre, mais cela en fait a réduit en fait la dépendance à la devise dollar. Mais qu'en est-il au niveau du continent? Je pense que l'EAC a bien commencé avec bien sûr un accord commercial ayant un marché commun pour les 54 pays. C'est facile, mais certains des pays opèrent dans ce cadre, inclus le Rwanda inclus. Déjà, 7 pays sont
déjà prêts et je suppose que, en fait, plus on avance, il y aura d'autres qui vont se joindre, bien sûr, à cet accord de marché commun et ce sera, bien sûr, célébré. Mais, en fait, définitivement, on voudrait avoir une monnaie commune. Il faut d'abord une forte volonté politique des uns et des autres, avoir bien sûr un tarif externe commun, avoir très facile dans tout ce qui est fait au sein du même marché commun, facilite le commerce. Et ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, il faut aussi bien sûr, partant du participation selon les contenus, il faut qu'il y ait la reconnaissance mutuelle entre pays, avoir des standards communs. Pourquoi est-ce que, par exemple, qu'est-ce que je peux vendre, par exemple, moi, au Congo ou en Tanzanie? Puis, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de conformité et il y a aussi absence de la volonté politique pour, en fait, relever les standards. Nous avons des bons projets, nous avons les produits organiques, mais ce qui manque pour avoir, en fait, les normes, en fait, qu'il faut, c'est pour qu'on puisse avoir, en fait, une reconnaissance mutuelle entre nous-mêmes. Et c'est cela qui rendrait, en fait, le processus plus facile pour, en fait, les mécanismes de paiement entre pays. Et pourquoi pas avoir une devise commune, puis être en mesure, en fait, d'opérer les paiements et les règlements financiers entre nos pays, puisque si vous voulez, en fait, une monnaie commune entre tous ces pays, vous n'aurez pas ce temps tant que vous n'avez pas atteint la reconnaissance mutuelle. Est-ce que vous pouvez parler de l'impact, en fait, du marché financier africain afin de donner, en fait, la chance au groupe africain de pouvoir voler par ses propres ailes? Alors, il y a été un coup, par exemple, y a-t-il eu un coup, en fait, qui a frappé l'accès par rapport à l'accès au marché mondial, marché planétaire? Merci, c'est un honneur d'être parmi ce panel si prestigieux. Merci pour votre question. Il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui sont des banquiers. Nous avons ici l'Access Bank. Son président est là. Je vois l'ancien PDG d'Access Rwanda et il y a quelqu'un et d'autres ici à ce panel. Je ne me sens pas à l'aise, en fait, puisque c'est pas mieux qu'il fallait leur passer d'abord le micro. Mais je pense qu'au cours des années 1998, au cours des années où les continents passaient par des difficultés, beaucoup d'assureurs avaient dû quitter très récemment, les plus grands, et récemment, Barclays a aussi quitté d'autres organismes. Ceci nous a bien sûr donné la chance. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un réassureur, par exemple, comme Access Bank ou autre, a quelque chose qui lui manque par rapport à n'importe quelle banque dans le monde, parce que l'expertise et la connaissance sont disponibles. Au bout un seul clic par un message. Donc, le message, c'est que nous, entités africaines, nous sommes mieux positionnés pour servir notre marché parce que pourquoi les autres ont quitté? Ils ont quitté parce que très souvent, ils ne comprennent pas notre marché. Deuxièmement, ils ont beaucoup de soucis au niveau de la conformité et autre chose. Et aussi, n'oublions pas aussi les risques monétaires, les risques par rapport aux devises aussi. Alors, pour l'assurance et la réassurance, c'était ça aussi. Il y avait aussi la taille de nos projets, de nos activités sont petites. Je me rappelle, il y a un banquier qui m'a appelé de Genève. Il a dit, nous voulons fermer votre banque à moins que vous l'éleviez jusqu'à 5 millions. Et je n'ai même pas 5 millions de dollars. Alors, je devais donc relocaliser la banque. Alors, avec les banques et les assureurs financiers n'ont pas encore quitté le continent. Ils viennent encore dans des valises avec des viciers. Ils ont d'autres, ce qu'ils appellent les équipes volantes. Ils ont des clients commissionnaires et puis souvent ils ciblent
les grandes entreprises d'assurance. Donc, il nous appartient de bâtir notre marché comme cela a été dit hier. Et ceci est vraiment le rôle, en fait, du leadership politique. Les acteurs économiques sont prêts à mettre la main dessus, donc entrer dans le jeu. Nous devons cibler l'avenir et prendre la place qui est la nôtre, amener nos entreprises là-dedans et aller à leur grand marché et aussi jouer là-dedans. Nous devons bien sûr être bons en qualité, en excellence par rapport à eux. Merci. Monsieur Kay, j'ai une autre question, mais je pense que ça pourrait être juste compte tenu de votre historique, en fait. Même question. Je pense que c'est une opportunité pour les acteurs locaux, essentiellement, parce que la plupart des banques qui ont quitté, ce qu'elles ont fait, ils ont mis le risque dans d'autres entreprises, dans des banques. Et ça n'a rien changé grandement, même s'ils ont une présence locale. La plupart des structures financières qui sont à New York, qui sont spécialisées dans le domaine, et maintenant, ils sont partis, mais ce que ça a créé, c'est que ce sont des champions locaux comme l'Access Bank, Standard Bank, qui ne peuvent pas en fait combler tout ce vide qui a été laissé. Donc, les banques, il y a aussi des banques en Argentine qui ont aussi les yeux en Afrique, en fait, pour les prix de leur part. Donc, il faut donc des champions pour la région qui comprennent le marché mieux, qui ne pourront pas quitter, ceux-là qui ne pourront pas quitter à cause du cycle des affaires que nous voyons en fait dans certaines banques locales. Donc, il faut aussi que d'autres champions locaux puissent croître dans ce genre d'environnement. Tous, bien sûr, doivent travailler avec ceux qui comprennent bien le marché, qui comprennent l'environnement. Restons avec vous, restons avec le cycle commercial ou le cycle des affaires dont vous parlez. Plusieurs pays essaient de surmonter les difficultés à travers la crise passée. Il y a eu les emprunts, il fallait combler les lacunes, mais en même temps, ça a été toujours compliqué pour la plupart des pays pour reconnaître, par exemple, pouvez-vous reconnaître ce genre d'aperçu pour le Nigeria? Je pense que vous voyez des personnes, ce que ça se passe dans beaucoup de pays civilisés, vous voyez, et il n'y a pas un pays où nous n'avons pas de personnes. Je pense que même au Nigeria, nous avons les gens qui sont très actifs, même au Ghana, les gens s'arrangent pour que les gens puissent survivre. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire dans notre processus, mais aussi de créer des situations où nous avons plus de la productivité parce que nous dépensons beaucoup. Et lorsque vous essayez d'accroître, vous voyez, par exemple, avant Covid, avant que l'Afrique ne se lève, avant que Africa ne se lève, nous avons vu qu'il y avait des baisses dans les capitaux. Donc, l'Afrique n'était pas vraiment dans les capitaux. Et aujourd'hui, nous avons des situations où ce n'est pas encore le phénomène. Donc, vous avez les pays comme le Nigeria, qui a vraiment le plus développé des capitaux locaux. Et vous avez aussi d'autres pays, par exemple le Ghana. Et il y a beaucoup d'autres pays qui ont des difficultés à le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui essaient d'emboîter le pas et le Nigeria est en train de tout faire pour passer à une autre étape plus supérieure. Donc, lorsque la situation géopolitique change, cela affecte également l'économique. Donc, comment est-ce que, de façon basique, vous essayez de pouvoir gérer toutes ces hausses? Et naturellement, ce qu'ils font, c'est de pouvoir trouver des solutions par rapport aux dettes et essayer
d'accroître la productivité et d'investir dans les infrastructures de telle sorte que vos revenus soient plus que les investisseurs. Je pense que beaucoup de pays ont connu le succès en le faisant, comme par exemple le Nigeria, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Et je pense que le nouveau gouvernement a décidé que ce n'était vraiment pas vraiment très avantageux aux politiques de pouvoir couper tout cela. Et vous voyez les tasses qui concernent par exemple les hydrocarbures et autres. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres situations et nous devons essayer de voir ce qui se passe dans la région parce que beaucoup de choses se passent et nous avons ce que nous pouvons appeler la pression économie et c'est voilà, cela a conduit à des situations où vous voyez le Nigeria se trouve à une position très géopolitique où vous avez par exemple l'EFC, vous avez la Banque africaine de développement et je pense que ces histoires peuvent vraiment beaucoup aider pour pouvoir avoir ou tirer le meilleur de même. Alors, comment est-ce que ces pays peuvent essayer de mitiger leur économie pour pouvoir essayer de diminuer la pression de tous ces mots qu'ils rencontrent. Je pense que le Rwanda a essayé de faire son expérience avec les Chinois. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez pu le faire, s'il vous plaît? Je pense que c'est vraiment une très bonne histoire à raconter que nous pouvons raconter. Vous voyez, quand les gens peuvent s'exposer à la Chine. Je vais commencer peut-être par les normes phytosanitaires où nous avons nos produits qui sont reconnus et vous êtes en mesure de les exporter. Alors, ce que nous devons aussi faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons avoir un protocole en ce qui concerne l'import. Et cela se passe. Et le Rwanda exporte, par exemple, le piment vers la Chine. Et je pense que c'est un potentiel vraiment. Et autre chose que nous devons essayer de faire, c'est la volonté politique et la diplomatie économique. Les gens doivent connaître les pays. Je pense que parfois les pays africains ne sont pas compris et les gens juste essaient de décrire ce que vous faites et parler juste de vous. Donc, je pense que la diplomatie économique joue vraiment un rôle et vous expliquez en tant que pays ce que vous faites et vous devez être en mesure d'avoir des accords. Par exemple, le Rwanda, nous avons, par exemple, des vols directs jusqu'en Chine. Donc, comment est-ce que nous pouvons créer nos aires, je dirais, nos routes dans les airs et être dans de très bonnes conditions. Nous avons aussi le café, vous voyez, qui va même jusqu'à Naribo, mais c'est parce que, vous voyez, si l'information est disponible, ça facilite la tâche aux gens de pouvoir voir ce qu'ils peuvent payer. Et je pense que nous devons être en mesure de pouvoir payer. Et je pense que Bidacta va le faire aujourd'hui. Nous avons notre application et il suffit juste de cliquer sur Alibaba et ils ont en fait des liens. Et cela dépend également de la volonté politique et les choses que nous pouvons faire. Et comme je le disais également, la diplomatie économique. Essayez de voir tout ce qui a été créé comme une opportunité. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire des affaires. Donc, je pense que ce que nous avons fait, c'est il faut avoir aussi une société ou je dirais une compagnie numérique, ne pas envoyer des signaux entre les autres et aussi permettre des conditions
économique et éviter des pertes. Voilà ce que je peux dire, par exemple. Donc, nous avons parlé de la Chine. Il s'agit là d'une merveilleuse opportunité d'être connecté avec des marchés partout dans le monde. Je pense que nous avons beaucoup à prendre. Ces fonds sont au cœur de la création du capital. Parlez-nous un peu de la manière dont ces fonds ont transformé votre pays et comment est-ce que l'Afrique peut apprendre de cela et comment pouvons-nous avoir un retour sur investissement? Merci. Lors d'un autre panel que nous avons eu ce matin, nous avons parlé de l'infrastructure. Nous avons parlé de l'assurance de vie et le rôle que cela peut jouer en termes du financement. On dit souvent que la Chine s'est développée grâce à 3 choses. D'abord, l'éducation, les exportations pour avoir accès au financement nécessaire et les économies jusqu'à 50%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons des niveaux bas d'économie comparés au PIB. Donc, je pense qu'il est important de mettre en place des cadres institutionnels pour nous permettre de mettre en place des économies sur la base de nos connaissances. Et en Afrique, nous avons un modèle qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a une pénétration d'assurance la plus grande. Je pense qu'il s'agit du 3e pays dans le monde. Et jusqu'à 13% du PIB du pays vient de l'assurance seulement. Et il s'agit alors d'une grosse somme. Je crois que cela a été fait parce que ce pays était sur l'apartheid, mais je crois que ce système est très bien organisé. Et maintenant, il y a l'assurance au niveau de la santé, perte de revenus, ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a des problèmes en termes de manque d'emploi, mais les personnes qui travaillent dans les mines pendant longtemps avaient de l'assurance. Et donc, cela vous donne l'opportunité d'investir sur le long terme chez vous, dans votre pays, sans aucune pression politique et avec vos instruments. Et donc, ils ont mis en place un financement qu'on appelle Sastria, il y a de cela 100 ans pour prendre en compte la violence politique, les accidents de voitures. Et il s'agissait là de 5 rounds par litre lors de cette période. À présent, ce programme a assez de financement. Il s'agit de milliards de fonds qui ont été mobilisés au cours des années et ces fonds sont utilisés par le pays pour plusieurs choses. Et lors d'un conflit, je crois qu'une grande partie de ce montant a été perdue. Et donc, il s'agit là d'un exemple d'un pays qui se trouve dans ce continent qui est un modèle. Et je crois que plusieurs autres pays peuvent copier cet exemple, mais nous avons besoin de la volonté politique. J'ai souvent l'habitude de dire que si vous voulez faire quelque chose, vous allez juste sur ChatGPT et on va vous dire ce que vous devez faire. Et donc, ChatGPT est en mesure de rédiger un discours pour vous. Et donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin de la volonté politique pour travailler dans l'excellence, tout comme les autres personnes l'ont fait. Le président Kagame a dit que nous pouvons faire tout ce qui se passe partout dans le monde. Et donc, les caisses de retraite ont une grande partie en termes de fonds propres. Le plus souvent, quand on parle de financement, ce financement vient de l'extérieur et ça vient avec toutes sortes de conditions. Et donc, je pense que l'assurance de vie,
les caisses de retraite sont un secteur sur lequel nous devons placer assez d'efforts si nous avons l'ambition d'être indépendants économiquement. Merci. Il me semble qu'il y a des liens entre la croissance que nous apercevons dans le domaine de l'infrastructure. Mais je pense que la croissance des caisses de retraite au Nigeria faisait partie, en fait, de cela. Vous pouvez nous parler de cela, mais aussi, comment pouvons-nous renforcer ces moyens de capitaux? Est-ce que nous devons attendre une transition démographique ou pouvons-nous faire cela un peu plus rapidement? Je pense que je vais commencer avec le domaine de l'assurance. Je pense que c'est intéressant que vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Je crois que le Nigeria est un pays qui n'a pas assez d'assurance quand on prend en compte la population. Et de temps en temps, le gouvernement essaye de mettre en place de l'assurance obligatoire, mais cela ne fonctionne pas. Et on a l'intention de faire face à cela avec, d'abord, à travers l'éducation. Il est important d'éduquer la population par rapport aux bénéfices de l'assurance, mais aussi nous essayons de trouver des façons, des moyens innovants d'avoir accès aux personnes. Je crois que l'Afrique du Sud a eu la chance parce qu'ils ont une structure déjà qui était en place et cette structure a été utilisée pour faire avancer l'assurance. Nous n'avons pas cette opportunité et donc nous avons dû utiliser les téléphones mobiles parce qu'avec l'enregistrement de l'identité, avec le téléphone, les personnes ont commencé à avoir une idée un peu plus claire de l'assurance. Et donc, nous pouvons utiliser ce moyen pour atteindre les personnes. Et donc, nous devons essayer d'accroître la pénétration. Et donc, quand on a plus de fonds d'assurance, on a de l'argent qu'on peut utiliser pour les financements et les investissements plutôt. Et l'objectif final, c'est d'avoir des fonds disponibles dans les caisses de retraite pour investir on a besoin en fait du financement à court terme. Et donc, on essaie en fait de résoudre cela. Nous ne sommes pas la seule agence qui fait cela. Quand on prend en compte la caisse de retraite, il s'agit d'un système sur lequel le gouvernement s'est focalisé. Et je pense que en raison de la réforme de ce domaine, nous avons pu avoir, je crois, 14 milliards de dollars de capitaux qui ont été générés, qui ont été mobilisés. Et la plupart des projets d'infrastructure prennent du temps, mais on constate que le gouvernement du Nigeria a assez de confiance en raison de la disponibilité des fonds dans des caisses de retraite. Et en fait, cela permet d'avoir des fonds pour des investissements au niveau local et nous voyons cela. Mais aussi, cela encourage les autres gouverneurs d'autres États au Nigeria de faire la même chose. Et le ministre de la Finance parlait en fait un jour de la manière dont on pouvait utiliser ces fonds issus des caisses de retraite pour les projets d'infrastructure. Et à mon avis, je crois que tout cela est important. Nous pouvons faire plus. Je pense que nous avons moins de 5 millions de Nigériens qui ont accès aux caisses de retraite. Si vous avez une population dans le monde du travail qui s'élève à 18 millions, alors on constate qu'il y a des lacunes. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand nous serons en mesure d'assurer la confiance dans ce système, je pense que les choses vont s'améliorer. Monsieur Bieta, est-ce que vous avez observé le besoin d'accélérer la création de plus de capitaux, de fonds dans notre région? Et comment pouvons-nous accélérer ce processus?
J'espère que je ne suis pas la seule qui reconnaît ce fait, mais aussi l'audience. Nous sommes confrontés à cela tous les jours. Je ne peux pas dire que ça fait peur, mais je pense que c'est important. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par l'orateur précédent. Je crois qu'en Afrique, nous devons assurer une numérisation de notre marché boursier. Et donc, à partir de mon pays, je peux avoir accès au marché boursier de tous les pays en Afrique. Donc, nous avons besoin d'informations en temps réel pour être informés. Est-ce que nous devons commencer à partir du secteur privé, avec le gouvernement? Je pense que nous en avons tous besoin. Le secteur privé peut prendre l'initiative, mais le gouvernement doit jouer le rôle. Je crois aussi que la numérisation va nous permettre aux personnes, aux populations d'avoir accès aux économies. Nous connaissons déjà le taux de pénétration mobile à travers le continent et je crois, bien évidemment, nous n'avons pas assez de ressources, mais essayons de se focaliser sur les économies. Si nous avons les outils appropriés, je pense qu'on sera en mesure de faire du progrès. Troisièmement, pour ces marchés de capitaux dans le continent, je dirais qu'on devrait mettre en place des instruments financiers innovants. L'Afrique est verte et nous avons assez d'océans. Je crois que dans d'autres continents, il y a un besoin des ressources de l'Afrique. Et donc, il est important de mettre en place des projets et aussi encourager la découverte de l'Afrique de très près. Et à mon avis, je crois que c'est une opportunité que nous avons en Afrique, mieux que tout autre continent, de ramener des fonds, des financements dans le continent. Monsieur Koné, aimeriez-vous parler de l'accélération? Nous avons entendu parler de la construction de ce fonds d'assurance qui a pris 100 ans. Nous n'avons pas 100 ans, alors que devons-nous faire? Bon, il y a déjà le problème de culture qui a été mentionné. Et je dois dire que nous devons changer, transformer notre culture parce qu'en Afrique, nous avons plusieurs problèmes liés à la culture. Nous avons, par exemple, la culture d'excellence. La raison pour laquelle les personnes n'ont pas assez de confiance dans le domaine de l'assurance, c'est en raison, en fait, du manque de confiance. Parce que quand ces personnes ont besoin de leurs fonds, elles n'ont pas accès. En termes de réclamation, je peux faire mention du fait que nous avons, par exemple, un marché où nous avons 50 agences d'assurance. Vous allez constater que 20 d'entre elles ne seront pas des vraies agences. Et le plus souvent, la volonté politique n'existe pas pour opérer les changements nécessaires. Donc, tout cela a un impact néfaste sur les personnes qui veulent avoir accès à ce service. Et donc, voilà là un exemple. Mais je dois dire qu'il y a encore plus d'exemples. Il y a des choses que nous pouvons changer, mais nous ne changeons pas la donne, peut-être à raison de la corruption, peut-être que des personnes qui ne sont pas compétentes se trouvent dans des positions. Et donc, nous devons changer la culture. Nous connaissons déjà les solutions et nous devons changer notre manière d'agir. S'agissant de l'assurance, nous avons parlé de la technologie qui nous a donné plusieurs opportunités pour changer la donne. Par exemple, prenons l'exemple d'Amazon. Dans le monde entier, vous
achetez un objet et on vous dit on vous parle en fait, on vous donne des informations sur là où se trouve l'objet, ce que vous avez acheté. Est-ce que nous pouvons faire la même chose avec l'assurance? Morocco commence déjà à le faire, la Tunisie aussi. Le Maroc plutôt commence à le faire, la Tunisie. Et nous avons du financement pour financer plusieurs pays, mais nous ne le faisons pas. Donc, si vous le voulez, ces assurances, nous pouvons essayer de les financer. Au Nigeria, nous avons financé NICOM et aujourd'hui, la plateforme travaille bien et nous avons toutes statistiques. Ce qu'ils ont fait, c'est d'ajouter d'autres couches et je pense que la Côte d'Ivoire aussi, nous l'avons financé et nous pouvons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir en fait contrecarrer ces histoires de fraude et avoir bien la transparence et avoir quand même la productivité au niveau du service des clients. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire en termes de régulation. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter et dire, vous avez parlé de la mobilisation et de l'innovation. Je pense qu'en termes de mobilisation, il y a deux choses. Il y a aussi cette question d'épargne, mais de la monétisation aussi. Vous voyez par exemple au Nigeria, vous avez beaucoup de personnes qui ont de bétail, mais on ne peut pas monétiser cela. Et vous voyez, c'est on dépense, mais ça ne peut pas être forcément la façon européenne de monétiser ou de monétiser les épargnes. Oui, ils ont en fait une manière de monétiser l'épargne. Je pense que nous devons essayer de voir ce qu'il faut faire avec ça. Et il y a aussi un problème de déficit de confiance. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a parfois des problèmes de tension au Nigeria parce que initialement, il n'y a pas de confiance et chaque fois que le gouvernement essaie, dit par exemple qu'ils veulent utiliser l'argent pour quelque chose d'autre, vous allez voir les gens vont venir dans la rue et essayer de comprendre pourquoi. Mais je pense que nous devons être plus innovatifs parce que nous ne pouvons pas continuer de faire les choses comme les gens le font. Nous devons essayer de faire les choses différemment. Merci beaucoup. Je pense que lorsque nous avons parlé du traitement des CO, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait avoir d'autres CO, de la manière dont vous travaillez dans le passé, vous avez mentionné un point clé, que ça pourrait être source de jalousie. C'est-à-dire, comment est-ce que ce type de CO peut naviguer dans un tel environnement et aussi avoir un degré de flexibilité. Je pense que lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, vous voyez, qu'on le veuille ou pas, essayons d'être ouverts. Je pense que l'ouverture, c'est vraiment ouvert. Parlons d'aujourd'hui et demain. C'est très difficile de penser à aujourd'hui et demain en matière d'affaires. Mais vous voyez, en termes de prise de décision, on aura toujours des problèmes, des crises, 1, 2, 3. Mais vous voyez, nous ne devons pas nous empresser. Et ce que nous devons faire, c'est qu'il y a toujours une cause de ne pas vouloir prendre des décisions. Et vous voyez, les crises, cela et beaucoup de CEO doivent essayer de changer leur manière de faire ou de faire les trucs autrement. Parce que aujourd'hui, quand nous parlons de
qui, vous voyez, il y a des choses qui changent, il n'y a pas de stabilité. Vous devez naviguer entre l'intelligence artificielle et lorsque nous parlons, par exemple, des crises. Mais moi, je ne vois même pas ça comme une crise. Comment est-ce qu'un CEO communique avec son équipe? Rappelez-vous de comment est-ce que Covid s'est passé où les gens ont essayé de naviguer entre les eaux troubles, ou je dirais dans les eaux troubles de Covid. Vous voyez, avec la Covid, tout s'est arrêté. Il fallait trouver des voies et moyens pour communiquer, pour informer. Vous devez essayer de pouvoir vous asseoir sur la même table et donner vos points de vue. C'est quelque chose qui ne peut pas être permanent dans le futur. Ça doit être une collaboration. Et donc, laissez le grand CEO là. C'est une question de culture. Une communication claire et vous devez penser business. Et cela a un coût. Cela a un coût. Et si je dois parler de cela, vous voyez, il n'y a pas de formule là, mais la manière dont vous essayez de gérer cela, vous essayez d'apporter plus de value et de plus-value que de... Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, de façon collective, vous voulez parler d'une diligence collective. Corneille. Lorsque vous avez parlé de votre background, vous avez dit que le CEO doit comprendre la diversité, alors et comprendre les nouvelles crises, pas de crise. Merci beaucoup pour cette question. Pour les sociétés qui font des affaires sur beaucoup de territoires et font des affaires de façon transfrontalière et qui ont en fait une numérotation vraiment internationale, il faut reconnaître qu'il y a une question vous pouvez avoir des problèmes macroéconomiques, vous pouvez avoir des problèmes de mauvaise gestion, vous pouvez avoir des problèmes d'erreurs commises. Donc, vous pouvez même avoir des problèmes d'inflation. Donc, parfois, vous ne pouvez même pas imaginer comment est-ce que cela se gère. Donc, ce que vous avez à faire, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans un seul pays. Donc, c'est une question de diversification. Je ne parle même pas de diversification horizontale, verticale dans une industrie. Mais ce problème de monnaie, par exemple, qui a été, je dirais, un grand problème au Nigeria, en Éthiopie. Ce problème de non-convertibilité de la monnaie, de la non-transférabilité de la monnaie. Vous avez votre argent en dollars, cela se passe avec nous dans un pays que je ne vais pas mentionner ici. Il y avait un autre pays, on avait 48 millions de dollars et on connaît les défis à pouvoir opérer sur certains marchés. C'est pourquoi la diversification pour pouvoir sur d'autres fois est vraiment très important. Maintenant, quand nous arrivons au niveau de maquillage financier, il faut dire que parce qu'il faut reconnaître que nos fonds ne sont pas dans un seul pays, parce que nos fonds se trouvent sur plusieurs continents. Cela veut dire que lorsque ce pays travaille il y a beaucoup d'autres choses. Nous, la croissance que nous avons eue, par exemple, la dernière fois, nous revenions de l'extérieur parce que nous avons été payés en
dollars US dans nos comptes bancaires. Parce que la plupart des structures locales nous payent dans la monnaie locale. Donc, voilà comment est-ce que les transactions se passent. Donc, en 2015, nos activités sont déclinées à 7%. Et à ce moment, nous avons commencé par nous étendre nos tentacules pour pouvoir aller à l'international. C'est ainsi que nous sommes retrouvés à l'Afrique de l'Est. Donc, on s'est dit il fallait évoluer ici, il fallait diversifier les choses de ce côté. Donc, il y avait cette question de résilience et d'opportunité de croissance. Car pour vous, c'était le courage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous voyez cette façon de voir les opportunités? Je pense que c'est vraiment très important en tant que CEO. Lorsque vous essayez de faire quelque chose de nouveau ou bien vous essayez d'étendre quelque chose, vous devez être content de ce que vous avez. Je ne vais pas utiliser Aline Dangote comme un exemple. Vous voyez par exemple ce projet de raffinerie, c'était pas un bon projet. C'est vrai qu'il est panafricain et il n'a plus besoin de travail, mais il a décidé de s'accaparer tout et de s'investir dans d'autres projets. Beaucoup l'ont dit non, tu ne peux pas faire quelque chose de grand au Nigeria, tu ne peux pas faire quelque chose, mais il a continué. Il a continué par investir, il a continué dans sa course et il a trouvé en fait des banques locaux et il s'est arrangé avec le gouvernement nigérien et il y avait des concessionnaires dans ce domaine et tout le monde a dit qu'il était fou. Tu ne peux pas construire une société orifère. Il n'y a pas la sécurité. Mais il a fait. Et c'est vrai qu'il avait le choix. Et je pense que c'est là que le courage permet de mettre des choses en place. Donc ça, c'était juste avant Covid. Donc imaginez-vous que vous avez des partenaires parce qu'il y avait des Indiens, qui avaient des expériences, il y avait des Chinois. Il a choisi plutôt une compagnie chinoise. Et après, il a changé sa manière de voir parce que après Covid, beaucoup de compagnies chinoises ont quitté l'Afrique et on s'est trouvé dans une situation où beaucoup de sociétés minières ont dû fermer. Donc, je pense que le courage est important et vous devez croire en vous-même, vous devez avoir le courage d'aller en effort, pas à cause de l'expérience que vous avez, mais vous devez essayer l'impossible, vous devez oser. Donc, vous voyez les sociétés minières, vous voyez les Techcom, par exemple, c'est un très grand réseau. Et quand il avait commencé en 2009, les gens l'ont qualifié de four, mais aujourd'hui, ça paye. Donc, c'est pourquoi je pense que pour moi, le courage est très important. Et vous allez voir que ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont le courage. Merci beaucoup. Donc, nous passons à la session questions-réponses. Y a-t-il des questions de la part de l'audience? J'ai tellement de questions
Et donc, Monsieur Biata, Kigali se positionne en tant qu'un centre financier et Lagos veut faire de même. Quels sont les ingrédients dans ce gâteau que vous devez préparer? En fait, je crois que la question est un peu difficile, mais je vais essayer de répondre. Je crois qu'il s'agit là d'un rêve ambitieux, mais très important, de mettre sur pied le centre international de Kigali, le centre financier, en particulier pour attirer les investissements, mais aussi pour propulser les investissements au niveau de l'Afrique. Et ce, parce que on ne peut pas juste attendre que les personnes aient de l'intérêt. Il est important pour nous d'attirer cela. Et maintenant, on doit pouvoir aller de l'avant pour attirer les capitaux. Je crois que nous avons besoin d'abord de la réglementation qui doit être mise sur pied. Je dirais qu'il y a près de 25 lois que nous devons changer. Nous devons mettre en place des articles spécifiques pour permettre aux investisseurs de comprendre en fait comment avoir accès au financement. Deuxièmement, en termes de complexité, nous devons aussi développer ces compétences pour faire en sorte que ces personnes qui veulent travailler ici au Kigali aient de l'appui en termes de capital humain pour leurs opérations. Je crois que, bien évidemment, ça prend du temps, mais après, tout cela nous apporte de la valeur ajoutée. L'Afrique est encore jeune, le Rwanda, je crois, est constitué de personnes qui ont moins de 35 ans, de plus de personnes qui ont moins de 35 ans. Et ces personnes sont prêtes à utiliser les outils numériques. Ces personnes sont prêtes à travailler de manière hybride. Et donc, je pense que tout cela a un effet important, y compris la création d'emplois. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir servir ces personnes qui veulent venir travailler ici. Bien sûr, je pense que nous avons besoin aussi de revoir les taxes. Récemment, KFC a eu à signer un contrat avec Singapour afin de construire cette confiance et de collaborer. Et je crois que les entreprises devraient mettre en place plus de collaboration pour créer de la confiance. Je suppose qu'il y aura d'autres types d'avenues ou de voies de cette ampleur, mais pour créer cette confiance, pour que le flux de capitaux puisse en fait montrer ce dont ils ont besoin au Singapour pour que demain, par exemple, ça puisse se retrouver aussi aux îles Maurice, au Nigeria. Ce n'est pas seulement pour le Rwanda, seulement c'est pour tout le continent africain, pour ceux-là qui viennent seulement ici, pas seulement pour le Rwanda, mais pour ceux-là qui veulent avoir des investissements ici sur le continent. Et ils pensent leur idéal, c'est de voir comment ils peuvent être à d'autres endroits où il y a un leadership politique fort qui peut rendre cela possible et où il peut y avoir une contribution dynamique du secteur privé. Ou en fait, même si vous travaillez avec ces fonds, avec ces directeurs d'actifs, avoir bien sûr le temps en fait, de trouver les intérêts de ce qui se passe sur place, c'est de part et d'autre. Ça ne résout pas en fait toute la question d'attraction des capitaux en Afrique, mais c'est une des voies pour les attirer. Merci. Une autre question à partir de l'audience, oui. Bon après-midi, ma question, c'est pour connaître. Vous avez parlé de la diversification, diversification politique et géographique. Alors, quelle est votre pensée pour les domaines des produits qui ne sont pas servis sur le marché?
Vous voyez l'exemple de minerais, par exemple, l'assurance est toujours aux besoins au quotidien, mais quelle est votre pensée là-dessus? Merci beaucoup. Autre question en provenance du public. Bon après-midi tout le monde. Je suis Bomi de la Ecobank Transnational. Je voudrais passer une question sur la rétention des fonds et le développement des pays africains. Je voudrais me servir en faisant l'exemple des fonds de pension au niveau de l'Afrique du Sud. Je voudrais savoir comment ils ont pu être en mesure de pouvoir mettre cela à l'échelle au point où ils ont même pu investir dans les corporations, dans les entreprises, et comment est-ce qu'ils ont pu réussir à travers toutes ces autres, parmi toutes ces autres nations en Afrique, l'attention autour de la pension de retraite, les contributions du secteur privé à contribuer le plus. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de cette volatilité pour atteindre cette croissance de tous les pays africains? Merci beaucoup. Nous filons vers la fin de notre temps. Peut-être elle pourrait peut-être aborder les deux questions pour qu'on puisse avoir une dernière déclaration, une dernière pensée. C'est un très bon exemple du gouvernement, en fait, de la part du gouvernement sud-africain. C'est parmi, en fait, le plus grand régime de pension de retraite dans le monde. Puis aussi, il y a aussi le domaine minier qui a joué un grand rôle pour arriver à cette étape. Je pense que la plupart de nos fonds de retraite avec nos pensionnaires, donc c'est un problème de confiance. D'abord, ils ont fait confiance que vous attendez à avoir votre frais de retraite ou votre retraite quand vous allez arrêter. Alors, ça ne crée aucun déficit entre en fait les entreprises les pensionnaires. Alors, l'autre aussi, l'aspect, c'est qu'ils ont pu créer des emplois. Vous pouvez être en mesure de créer des emplois et on travaille avec quand le secteur privé est entré là-dedans. Il a créé, en fait, les emplois et le gouvernement a mis en place un environnement favorable. Cela a renforcé la confiance. Alors, plus important en ce qui concerne la croissance des fonds de retraite, il n'y a pas en fait un seul modèle qui a marché seul à lui. En Afrique du Sud, c'est plus tous les secteurs, les ressources, les miniers. L'autre pays n'ont pas ça. Ils font les régimes de retraite séparément du régime minier. Nous, on a pu combiner les deux et les gens ont des emplois. Vous devez aussi mobiliser les gens, leur mettre sur la voie d'épargner pour leur retraite. Et c'est quelque chose sur laquelle ils peuvent compter pour leur avenir quand ils iront à retraite. Alors j'ai pris l'exemple en fait du Nigeria où ça marche bien. Il y a en fait une sorte de poussée. En fait, le gouvernement essaie de tirer en fait des fonds mettre de côté en fait des fonds de pension pour la police, pour les militaires. Alors, je pense que si le gouvernement est fort là-dessus et qu'il pousse tout le monde vers ça, ils vont mobiliser ces fonds de pension et ce sera formidable. Très rapidement sur cette question de diversification, définitivement, nous, au sein d'un même secteur, dans ce même marché de pays, la diversification peut s'effectuer verticalement et même au niveau international. Même par exemple en Suisse, il y a l'assurance et la assurance et les entreprises comme Afrexim Bank ont créé en fait les courtages, ils font la diversification. Vous pouvez avoir cela, un autre type de diversification, mais dans l'assurance, la diversification horizontale n'est pas facile à faire à cause de la réglementation. Vous devez donc faire une sorte de distinction des fonds, ségrégation des fonds. Certaines banques autorisent l'assurance bancaire, d'autres ne l'autorisent pas. Je n'ai pas voulu discuter de cela parce qu'elles sont bien sûr évidentes et applicables à n'importe quelle entreprise dans n'importe
n'importe quel secteur. Cependant, au niveau de la géographie, la diversification aide à assurer la croissance quand votre marché trognon n'est pas en train de croître pour atténuer le risque. Bien sûr, inclut les risques de devises et puis aussi rehausser votre crédit, votre notation du crédit si vous voulez aller à l'international. Alors, la diversification dans des moments incertains ou des moments volatiles, c'est juste aussi un investissement. Dans un investissement, vous devez diversifier pour être résilient quand il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de chocs autour de nous. Merci. C'est ça le temps qu'on avait. Nous pouvons continuer cet entretien après le panel et je voudrais que vous puissiez ovationner nos panélistes. C'était des personnes de haut niveau. Merci.